ضد العيد مدنك فرحان زقي غسيل بعيد ولو يحزن ضد العيد مدنك فرحان زقي غسيل بعيد ولو يم غبان يا مار أثمل الثروات الوالدين يصر وسق مطين خار أنك باب الدولة تماثلين يولي واسفريد يا مار أثمل الثروات الوالدين يصر وسق مطين خار أنك باب الدولة تماثلين قوني غمنار الخيال يسفر شفار الفراق سيوار صبرتي يا المؤمنين قوني غمنار الخيال يسفر شفار الفراق سيوار صبرتي يا المؤمنين ضد العيد مدنك فرحان زقي غسيل بعيد ولو يحزن ضد العيد مدنك فرحان زقي غسيل بعيد ولو يم غبان. Donc, bon, marhaba, chers téléspectateurs, à cette deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui. On vient de fêter l'Aïd, c'est un moment de partage, de solidarité, de pardon, mais aussi un moment de penser à ceux qui nous ont quittés, à nos proches, à nos amis, et aussi à ceux qui sont en prison en ce moment avec la souffrance de leur famille. Tout ça, il ne faut pas l'oublier. Monsieur Hamid Lelou, je vais commencer avec vous. C'est une fête. Mais encore un moment raté pour le pouvoir. On va écouter Tebboune, si vous me permettez, avec sa grâce présidentielle. On va écouter ce soundbite de la grâce présidentielle et les exceptions dans sa décision. On va écouter Tebboune. يستثنى مرسوم العفو، يستثني مرسوم العفو الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم في جرائم التخريب والإرهاب والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم الفساد، جرائم القتل، وجرائم تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة، والسرقات بظرف مشدد، والسرقات الموصوفة، وجنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، جرائم المخدرات والإتجار غير المشروع فيها، وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية، وجرائم التمييز وخطاب الكراهية، وجرائم عصابات الأحياء، بعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون. ويتعلق المرسوم الرئاسي والثاني بالجرائم المتصلة بالنظام العام، وبالأخص الجرائم السبرانية والتواصل الاجتماعي وكل ما تعلق به. Donc, M. Hamid Lelou, peut-être beaucoup d'argent espéré, hein, peut-être il y aura une petite ouverture, c'est une occasion pour libérer les détenus d'opinion, mais voilà la longue liste des exceptions. Ils ont réussi à y mettre ces jeunes qui ont osé, si je peux dire, aimer l'Algérie et dire leur avis sur la situation. Ils se sont retrouvés en prison. C'est ça le malheur de l'Algérie. On n'arrête pas de rater des occasions pareilles, M. Lelou. J'ai l'impression qu'ils vident les prisons des prisonniers de droit commun pour laisser place à de futurs prisonniers politiques. Ils n'ont pas assez de place, donc ils font de la place. Moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que nous avons une information sûre et fiable où ces prisonniers politiques
ont eux-mêmes demandé une grâce présidentielle. Je ne le pense pas. Qu'est-ce qu'ils ont à se faire pardonner? Quels crimes ont-ils fait? Aucun. Leur crime, c'est d'avoir crié leur voix pour une Algérie indépendante, pour une Algérie prospère, pour une justice sociale, pour la liberté et l'égalité entre tous les citoyens. Ils n'ont pas été mêlés dans le trafic de drogue, dans le trafic, dans le vol, dans la triche, dans la fraude. Ce sont ceux qui se disent à la tête de ce pays qui devraient demander pardon. C'est eux les voyous. Il ne faut pas se tromper. Il faut pas se tromper. Et je pose encore la question, est-ce que je ne pense pas que quelqu'un comme Tejadit et les autres vont demander grâce auprès d'un voyou. Ça m'étonnerait. Ils n'ont rien à se reprocher. Et il faut savoir que nos jeunes qui continuent à se battre, ils nous donnent tous les jours, ils nous donnent une leçon de courage politique, de patriotisme. Et ils le savaient. Ils savaient que c'était le prix à payer parce que c'est pas la première fois qu'ils les mettaient en prison. Ils les mettent en prison, ils sortent, ils ne se taisent pas, ils continuent leur combat parce qu'ils savent que leur combat, il est non violent, mais il est juste. Et je salue leur courage. Vraiment, je salue leur courage. Très bien. Ils sont un exemple pour notre jeunesse. Très bien. Monsieur Rafik Bouhlal, donc pour cette occasion, malgré que peut-être les prisonniers eux-mêmes vont dire comme qu'on n'a pas besoin d'un pardon parce qu'on n'a rien fait, mais nous, en tant qu'Algériens, on a souhaité les voir dehors, en dehors de la prison avec leur famille. Surtout que même les responsables de ce moment, M. Atta par exemple, ministre des Affaires étrangères, il y a un moment en 2014, il avait dit dans une interview, il a essayé de décortiquer le Rabi al-Arabi, le printemps arabe, et pour lui, il y avait des solutions pour éviter cette révolte des populations. On va écouter Attaf en 2014, ce qu'il avait dit sur ce sujet. التحديات التي واجهتها أمريكا اللاتينية وأوروبا نفس التحديات. الشعوب العربية ترضى بالوضع القائم، أوضاع تسلطية، قمع للحريات. شوف القواسم المشتركة. لما تحب تحلل الربيع العربي، ناخذ اليمن، ناخذ مصر، ناخذ ليبيا، وناخذ تونس. عندهم 4 قواسم مشتركة اللي أدت لمن كوز برودويز لي ميم زيفي. لي ميم كوز برودويز لي ميم زيفي. حكم عائلي بالتسلط، حكم عائلي، توريث، قمع للحريات، غياب التعددية السياسية، قمع المعارضة، أدت إلى هذه الأوضاع. Monsieur Rafik Bouhlal, on sent comme qu'ils ne sont pas idiots. Ils savent exactement ce qu'il faut faire pour éviter une révolte populaire. On l'a écouté, peut-être la majorité des conditions que vient de citer, on est en train de le vivre. قمع الحريات، قمع العمل السياسي والأحزاب السياسية. Mais malgré ça, maintenant, Attaf est responsable dans ce régime. Tebboune, à un moment, il avait donné des conseils à Bachar el-Assad, comment il fallait ouvrir un petit peu le champ pour satisfaire la population. Mais nous, ici, en ce moment, on voit le contraire. C'est quoi le problème? Pourtant, ils savent exactement comme quoi cette situation va nous mener vers une révolte populaire. Ils sont très loin d'être idiots et Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, était en train de décrire ce qu'on est en train de vivre actuellement, mot pour mot. Ça veut dire pas de liberté politique, pas de liberté d'expression, pas de liberté économique, pas de liberté journalistique. Rappelons qu'il y a plusieurs journalistes qui ont été emprisonnés arbitrairement, poursuivis, harcelés. Ce qu'on est en train de voir, c'est vraiment un drame humain. Quand on voit que à chaque fois, le pouvoir en place, le régime en place, à l'occasion
de faire baisser la pression sur lui-même avant tout, et en libérant les détenus d'opinion, on voit encore une fois, et je suis totalement d'accord avec l'analyse de M. Hamid Lello, à savoir qu'il est en train de vider les prisons des détenus de droit commun pour laisser de la place aux futurs prisonniers et détenus politiques. Et pire encore, c'est que non seulement ils savent tout ça, et nous avons un président qui, quand il est en interview publique, déclare sans, mais vraiment avec un aplomb et de manière outrancière qu'il n'y a pas de détenus politiques en Algérie. C'est gravissime. C'est des milliers et de milliers de familles qui sont déchirées. Je ne parle même pas des milliers et de milliers d'Algériens à l'étranger qui sont interdits de rentrer dans leur pays, condamnés de manière arbitraire, multiple. Et on voit que aujourd'hui, en 2024, si on posait la question à Ahmed Attaf, il va vous dire qu'en Algérie, il n'y a pas de détenus d'opinion et qu'il y a toutes les libertés possibles et nécessaires et qu'il va avoir un discours contraire à celui qu'il avait en 2014. Et c'est ça le drame. Ils le savent et ils continuent à aller dans le mur jusqu'au jour où la rue va exploser. Et à ce moment-là, ce régime, j'espère, tombera et il doit tomber de l'intérieur avant qu'il tombe de l'extérieur, parce que ce n'est plus possible de vivre sous cette pression. L'Algérie est devenue une prison à ciel ouvert, où quand un ministre de la communication déclare que 40% des Algériens sont sous ISTN, interdiction de sortie du territoire national. Et c'est ça la gravité des choses. Le gouvernement et le régime en place n'a aucune envie d'apaiser la situation, de libérer les jeunes, les femmes et les hommes. Mohamed Tadadit ne représente pas un danger pour l'Algérie. Abla Qamari ne représente pas un danger pour l'Algérie. Et tous les détenus d'opinion, la seule chose qu'ils représentent, c'est un danger pour le régime en place, et de donner l'étincelle et l'espoir aux jeunes Algériens et Algériennes. Et c'est vraiment ce qui est malheureux. Très bien, monsieur Djed Halimi, comme je l'avais dit, l'Aïd, c'était une occasion pour avoir une pensée à ceux qui nous ont quittés, mais aussi à ceux qui souffrent, les familles de ces détenus. Le pouvoir, apparemment, il n'a rien à faire de cette souffrance, puisqu'ils sont toujours en prison, les jeunes, juste parce qu'ils ont donné leur avis. Vous avez entendu Attaf, lui, apparemment, il sait exactement comment éviter une révolte populaire, c'est quoi les ingrédients pour ces révoltes populaires, par exemple le Rabi al-Arabi. Même ces ministres de la Justice, eux-mêmes, ils le reconnaissent comme quoi la population n'a pas une confiance de leur justice. On va écouter ce que un ministre, un ancien ministre en 2021 avait dit, et 5 ans après, en 2026, ce que M. Boudjma avait dit. On va écouter cette vidéo. المواطن يمشي لما يمشي للعدالة ما يحسش بالاطمئنان. المواطن لما يمشي للعدالة مظلوم ما هوش متأكد بأن القضاء سينصفه. بعد 5 سنوات من الإصلاحات ما لازمش الناس تخاف من العدالة، ما لازم تروح النظرة هذه. قال لا أنا داخل الباب خلاص راح حقي، قال أنا عندي نزاع تنصيم راح يدوا لي تاعي. لا، القاضي يعرف خدمته، الخبير يعرف خدمته، المحامي يعرف خدمته. C'est ça le malheur, monsieur Djed Halimi, les discours, voilà, ils sont éloquents, mais la réalité, c'est complètement différent. Et c'est ça la vie des Algériens. Premièrement, je tiens à saluer votre travail de recherche. Y aller chercher ces vidéos-là, c'est un beau travail, c'est un travail nécessaire. Et j'aurais bien aimé voir des médias en Algérie confronter, par exemple, M. Attaf par rapport à ses déclarations de 2014. Parce que, évidemment, ils savent exactement quoi faire. Il n'y a pas juste lui, il y a même Tebboune, quand il y avait la crise en Libye, il leur a proposé une feuille de route qui inclut une période de transition. Donc, s'il y avait une 87 bis en Libye, Tebboune serait un terroriste présentement parce qu'il a dit exactement ce que 87 bis interdit, mais pour la Libye, pas pour le peuple algérien. C'est vraiment triste. Ces gens-là, ils sont pas fous, mais l'intérêt de l'Algérie passe en deuxième place. Le premier objectif, c'est de rester en pouvoir. Maintenant, par rapport
à nos frères et sœurs détenus politiques et d'opinion. C'est extrêmement soulageant de voir certains d'entre eux quitter les prisons puis rejoindre leur famille. C'est extrêmement important. Puis je salue cette étape-là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui salue ce genre de gestes dans la bonne direction. Maintenant, ce qui me frustrait dans le temps, il me frustre toujours, c'est qu'ils savent très très bien qu'il y a une liste pas très longue qui est connue des militants de détenus d'opinion et détenus politiques. C'est à peu près moins que 300 personnes qui sont connues. Est-ce que c'est trop difficile pour eux de relâcher ces 3 personnes-là pour qu'on puisse tourner cette page sombre de l'histoire contemporaine algérienne? Est-ce que c'est trop difficile pour eux? Là, ils viennent de pardonner à peu près 5000 personnes de ceux qui rendent la vie de monsieur et madame tout le monde un enfer. Là, est-ce que 300 personnes, c'est difficile pour eux d'y aller et tourner cette page-là? C'est extrêmement important. Je ne sais pas pourquoi ils les gardent. Est-ce qu'ils les gardent comme une monnaie d'échange? Est-ce qu'ils les gardent comme un exemple pour passer le message à d'autres mondes que vous serez punis puis vous ne serez pas sujet à une réduction de votre peine? Maintenant, c'est vrai que je salue ça, puis j'accepte ça, que quelqu'un soit relâché, mais il faut dire que le calvaire de ces gens-là n'arrête pas là. Le jour où est-ce qu'ils vont faire une demande pour un travail ou pour un visa, il faut que leur casier judiciaire soit clean, soit propre. Il ne faut pas que ces peines-là injustes soient un empêchement pour qu'ils puissent obtenir un visa ou un travail ailleurs. Mais en tout cas, c'est une étape dans la bonne direction, mais je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas complète, surtout qu'il n'y a pas un grand nombre de prisonniers présentement politiques. Donc c'est un message peut-être pour les autres, M. Halimi. Comme quoi, c'est vrai qu'il y a peut-être pas beaucoup de... Même s'il y a un de plus, mais même s'il y a 200, 300 prisonniers, peut-être ils ne sont pas beaucoup par rapport à la population algérienne, mais il y a beaucoup qui carreaux, comme que c'est un message aux autres. Voilà ce qui vous attend si jamais vous parlez aussi. Et c'est ça la réalité. On voit mener, il y a un silence assourdissant dans la société, M. Halim. Effectivement, la situation actuelle de notre pays, elle est vraiment flagrante. La répression des droits et des libertés, elle est visible. On ne peut pas la nier. Si quelqu'un dit autrement, c'est qu'on essaie de passer à côté. Et la raison pourquoi ces gens-là demandent leurs droits et les libertés, c'est qu'ils demandent leurs droits pour pouvoir faire leurs devoirs. Ils ne demandent pas leurs devoirs leurs droits juste pour pouvoir parler. Ils veulent avoir ce droit-là pour pouvoir devenir des citoyens et des joueurs actifs dans l'avenir de leur pays. Très bien. Monsieur Hamid Lelou, pour vous, c'est quoi exactement la solution? Parce que c'est vrai que d'un côté, il y a cette peur dans la société, que cette pression sur la société, on voit quand même il y a une peur parmi les partis politiques, parmi la société civile, parmi les citoyens, les simples citoyens, même à l'extérieur, même la diaspora, il y a cette peur quand même qu'on voit chaque jour avec ce silence. Mais c'est quoi la solution, M. Hamid Lelou? Le pouvoir, on le voit. Il ne veut pas changer. Et là, sa stratégie, il n'y a pas de pardon. On n'accepte aucune critique. La preuve, même ceux qui sont proches d'eux, ils se retrouvent en prison. De notre côté, il y a ce silence assourdissant, en parenthèse encore une fois, de la classe politique, de la société en général. Et c'est quoi donc la solution, M. Hamid Lelou? On se dirige vers où? Bon, déjà, le régime souffre de plusieurs pathologies, dont le mensonge, la fuite et le déni et le narcissisme. La solution, comme dans tout conflit, parce que nous sommes dans une situation de conflit, ce n'est pas un conflit armé, il y a de la violence psychologique, il y a de la violence financière, il y a de la violence structurelle, il y a la violence politique, et surtout de la part de ce régime. La solution, quand il y a un conflit entre différentes parties, c'est qu'il faut rééquilibrer la situation. Ceux qui espèrent et prient que ce régime, un jour, va se réveiller et va dire « Bon, on va avoir pitié de ce peuple, on va leur donner ce qu'ils demandent », ils rêvent. Ces gens-là sont dupes,
c'est des rêveurs. Le changement ne viendra jamais, sauf si il y a ce rééquilibrage qui a été entamé lors du Hirak. Donc il faut qu'il y ait une escalade non violente, mais une escalade qui viendrait de la société civile, qui viendrait de la société politique algérienne, de la diaspora, comme disait Halimi aussi. Il faut que tous ces éléments dynamiques de la société algérienne, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, se mettent en phase, se mettent en diapason pour s'opposer à ce régime de manière organisée et non violente. Et le jour où on créera cet équilibre grâce à cette escalade, ce jour-là, le régime n'aura d'autre choix que d'écouter et de discuter. Mais vu l'état actuel des choses, le changement ne viendra pas. Monsieur Rafiq Bouhlel, pour vous, c'est quoi le déclic? C'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'Algérie, si je peux dire? Comme l'a dit si bien Cédelo, le régime algérien ne quittera pas, il ne partira pas et va continuer par tous les moyens de gagner du temps pour rester au pouvoir. Il a bradé des richesses, il continuera à brader des richesses contre toujours le pourcentage sur les marchés publics qui vont blanchir à l'étranger en biens immobiliers et autres. Et la seule chose qui va faire que les choses changent, c'est que le peuple algérien arrive à nouveau à franchir le mur de la peur qui a été reconstruit après 2019, après le Hirak, qui a fait tomber une première fois le mur de la peur et qui a mené le régime à s'amputer de la moitié de sa composante, ou voire un certain pourcentage de sa composante à travers des ministres, des généraux, des premiers ministres, pour les mettre en prison et pour essayer de calmer le peuple. Mais il a réussi à bâtir ce mur de la peur qui fait qu'aujourd'hui, la seule chose qui va amener à vraiment construire un pays libre et démocratique où un ministre de la Justice, à savoir Abdelrachid Tabbi, qui déclare que l'Algérien a peur d'aller en justice parce qu'il n'est pas sûr d'avoir gain de cause, c'est gravissime. Donc, la seule solution pour ma part, pour construire un pays démocratique, un pays de justice, où la loi est au-dessus de tout le monde, c'est à savoir que le peuple doit mettre la pression sur ce gouvernement, sur ce régime, et qu'il arrive à franchir ce mur de la peur et réinvestir la scène politique de manière pacifique. Pourtant, M. Bouhlel, le peuple, d'après beaucoup d'observateurs, il fait son rôle, par exemple, pour les élections, et il participe aux élections, il boycotte 80-90%, et il ne peut pas faire plus que ça. C'est quoi la responsabilité de la classe politique, aux militants, à la société civile? Parce qu'en général, la population, elle a fait ce qu'elle peut, d'après beaucoup d'observateurs, M. Bouhlel. Absolument. Après la contre-offensive du régime algérien, à savoir que le nombre de boycotts ou le nombre de participants, peu importe, même s'il y a 2% de participants, ils valideraient les élections. Et c'est là où la classe politique algérienne à l'intérieur, et surtout à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, elle est marginalisée, elle est harcelée judiciairement, et encore d'essayer de s'organiser de manière plus méthodique et de manière plus intense au niveau extérieur pour apporter un soutien important au niveau intérieur et essayer d'obtenir et arracher des compromis avec ce régime qui ne comprend absolument rien et qui ne croit pas dans le dialogue. Quand on a une dictature n'a pas vocation à négocier. Une dictature n'a pas vocation à comprendre la vie ou respecter la vie de l'autre. Une dictature a vocation à imposer ses choix par la force et par la terreur. Malheureusement, c'est la solution la plus logique, c'est à savoir
une meilleure organisation de la diaspora au niveau politique à l'étranger et apporter surtout un appui en essayant de mettre vraiment toutes les forces vives autour du même projet, au-delà des différences des uns et des autres. Très bien. Monsieur Djed Halimi, pour vous, c'est quoi la clé, si je peux dire, pour créer ce déclic parce que, comme je viens de le dire, Boko Karoua, comme l'Algérien, en tant que citoyen, il a fait son devoir, il a fait ce qu'il faut. Pendant le moment où il fallait jouer un rôle, il l'a joué. Il a été là, présent, pendant les élections, pendant le Hirak pour le 5e mandat de Bouteflika. Même là, en ce moment, je ne sais pas est-ce qu'il doit faire plus que ça ou c'est le rôle d'autres classes politiques, syndicats peut-être, la société civile. C'est quoi votre avis, M. Djihad Halimi? Premièrement, votre question, c'est la question la plus importante de cette époque-là. J'espère que votre chaîne va consacrer des émissions juste sur ce sujet-là et je serai le premier à y participer tous les jours, si vous voulez. Je pense que, il faut reconnaître que nous n'avons pas un bon rapport de force présentement. Donc, pour construire ce rapport de force-là, selon ce que j'ai lu un peu à gauche et à droite, c'est que, ça prend de l'organisation. On ne peut pas juste agir chacun dans son coin. Ça ne marche pas comme ça. On va se fatiguer, on va se brûler avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Il faut s'organiser. Pour s'organiser, il faut déterminer, établir un objectif clair. Cet objectif-là, il est clair dans chacun de notre tête, là. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire un consensus là-dessus, d'une façon méthodique. Ça, je pense, c'est la première chose, parce qu'après la démission de Bouteflika, on a perdu le cap. Le Hirak, au début, son point fort, c'est qu'il n'y a pas de 5e mandat. C'était un objectif clair, ça a mobilisé partout, même à l'intérieur des institutions de l'État. Maintenant, on a besoin d'un objectif clair. Comme vous l'avez si bien dit, le peuple a fait sa part. On a réalisé qu'on avait une lacune dans une vision politique, dans le côté organisationnel aussi. Donc ça, il faut combler ça, il faut commencer à travailler ensemble. C'est sûr que le climat chez nous en Algérie, c'est impossible qu'on va garantir ça. C'est pour ça qu'il faut adopter des tactiques différentes, par exemple garantir l'anonymat des participants. Il faut s'organiser. Par exemple, nous, la diaspora, on ne peut pas être la source de l'alternative parce qu'on habite à l'extérieur, on est détaché de la réalité de monsieur et madame tout le monde en Algérie. Mais on peut être des facilitateurs, par exemple, mettre en contact des Algériens de l'intérieur ensemble d'une façon anonyme et débattre des questions importantes, puis sortir des livrables mais pertinents, puis trouver et travailler, essayer de travailler sur des stratégies pour arriver à cet objectif-là qui sera élaboré. Par exemple, faire pression judiciaire sur notre État en Algérie. Je sais que la justice allait contrôler, mais il faut faire ça symboliquement. Attaquer la constitutionnalité de certaines lois liberticides. Il y a la Constitution qui nous donne un droit, les lois organiques viennent nous enlever ces droits-là. Il faut avoir la capacité organisationnelle, financière aussi, pour avoir des avocats qui vont contester devant la Cour supérieure ou la Cour constitutionnelle ces lois liberticides. Et je pense que c'est l'une des approches. Évidemment, il va y en avoir d'autres à un moment donné. Quand on se met ensemble, on est toujours meilleur ensemble. Très bien. Peut-être je vais passer à un autre... passage le micro. Monsieur Hamid Lelou, peut-être une autre question, mais parce que c'est vrai qu'il y a un débat sur la possibilité d'un changement en dehors du régime. C'est vrai que le régime, il donne l'impression qu'il est fort, il maîtrise la situation, il contrôle les événements. Vous pensez que Hamid Lelou, un changement peut se faire en dehors de ce régime? Parce que beaucoup, comme quoi, il doit y avoir un consensus ou un dialogue entre les deux parties, entre la population et le régime algérien. C'est quoi votre avis sur ce point? L'importance de faire participer le régime ou une partie du régime dans la solution de ce qu'on vit là. Le régime n'est pas prêt à la réforme. Il n'est pas assujetti à la réforme. Il ne peut pas accepter une réforme. C'est admettre son fiasco, c'est admettre son échec. Maintenant, le changement, est-ce qu'il doit se faire avec ou sans le régime? Il faut parler des étapes pour ce changement. Si on arrive
à la première étape du changement, on dit, voilà, il y a ce que j'ai dit, l'escalade dans le conflit, et qu'on arrive à se dire, bon, on ne peut plus continuer comme ça, et que le changement, il est inéluctable, le régime, il faut bien cerner le régime, c'est-à-dire il faut bien identifier le régime. Il faut dissocier le régime des institutions. Le changement dans une société ou un mouvement social, il est basé sur 3 piliers. Le vide politique, la mobilisation des ressources humaines et financières, et troisièmement, le message. Tous ces éléments existent dans le cas de l'Algérie. Et il faut, comme vos invités l'ont bien dit, il faut que la classe politique algérienne indépendante et la société civile soient prêtes pour prendre le relais, pour qu'on puisse aller vers cette transition. Et moi, je l'ai décrit, cette transition, elle est de 9 mois, 12 mois, 2 ans, 5 ans et 7 ans. Je l'ai expliqué, on aura peut-être une émission où on parlera d'une transition, comment marche une transition politique, mais elle est dure, elle est difficile. Et ça nécessite aussi le changement dans les mentalités des gens, dans le choix des bonnes personnes pour prendre cette transition. Elle est possible. Je ne dirais pas qu'elle va se faire sans ou avec le régime, mais certaines personnes qui ont servi dans l'administration et qui ont servi dans les institutions, bien sûr, elles seront toujours les bienvenues pour continuer à servir. Mais il y a certaines personnes, on sait que c'est impossible pour elles pour faire partie. Pourquoi? Parce qu'elles ne donneraient aucune crédibilité à ce changement. Quand il y a changement, il faut qu'il y ait changement. On ne peut pas prendre les mêmes personnes et dire on va changer. D'ailleurs, on a vécu cette expérience en 88 sous l'égide de Chedli et son équipe, et cette transition n'était pas allée loin parce que ça a été contrôlé, manipulé, dicté par le régime lui-même. Et à ce moment-là, ce n'est plus une transition, c'était une préparation pour autre chose, pour une évolution de ce même régime. Donc, changement, oui, sans le régime, absolument, mais certaines personnes dans le régime qui accompagneraient ce changement pendant la transition, oui. Très bien, très bien. Monsieur Rafik Boulal, votre avis sur ça, sur ce sujet, comme c'est un sujet, si je peux dire, très important, parce qu'il y a c'est vrai qu'il y a un débat dans la société surtout pour sauver l'Algérie en ce moment. Il faut regrouper toutes les forces vives du pays, ceux du régime inclus. Je ne sais pas c'est quoi votre position, monsieur Rafik Boulal. Moi, je partage encore le point de vue de Hamid, à savoir que dans mon expérience personnelle, quand j'étais en Algérie pendant les 6-7 dernières années, j'ai vu au ministère de l'Énergie, ministère du Commerce, ministère du Travail, ministère de l'Environnement et des Énergies Renouvelables, là c'était mon domaine de compétence, j'ai vu plein de forces vives d'Algériens et d'Algériennes très compétents, malheureusement parfois mis au placard, parfois incapables de pouvoir immerger parce que c'est la corruption généralisée qui règne. J'ai vu aussi des responsables sécuritaires, malheureusement, qui ne partagent absolument pas l'image et surtout la gouvernance mise en place. Donc, effectivement, on a dans un cadre de transition, on aura besoin de manière logique et de manière vraiment impérative de ces forces vives au niveau des administrations, au niveau des institutions, car ils connaissent le fonctionnement, car ils n'ont pas trompé dans la corruption et dans la complicité qui a été certainement au niveau beaucoup plus haut, et de s'appuyer sur ces personnes, sur ces hommes et ces femmes dans tous les domaines et dans toutes les institutions, notamment militaires et sécuritaires, pour accompagner la future transition. Effectivement, la diaspora aura un rôle important, celui d'apporter plus de compétences, plus de connaissances, peut-être une manière
organisationnelle que sur place on ne connaît pas, et croiser les idées des uns et des autres afin d'aboutir à un consensus et de pouvoir s'attaquer à la construction du pays et instaurer surtout un état de droit. Et c'est ça tout l'enjeu d'une transition démocratique, à savoir créer un état de droit où chaque Algérien est égal et où la loi est au-dessus de tout le monde. Et ce n'est pas un colonel ou un général des services secrets qui va prendre le téléphone et qui va dicter le verdict à un juge ou à un procureur. Donc, c'est ce qui se passe malheureusement dans les arrestations arbitraires, dans le harcèlement judiciaire que subissent les responsables politiques algériens d'opposition et surtout toutes les personnes qui sont contre ce régime qui est actuellement. Donc effectivement, cette transition aura à mettre et à écrire les grandes lignes. Elle doit se faire de l'intérieur et l'extérieur avec un but précis, à savoir construire un État démocratique, un État de droit et s'atteler à reconstruire le pays économiquement, car il ne faut pas oublier que si la gouvernance de Bouteflika a gaspillé 1000 milliards de dollars en 20 ans, la gouvernance de Abdelmadjid Tebboune est en train de gaspiller 1000 milliards, mais non pas en 20 ans et en 10 ans. Et les effets économiques de la gouvernance de Tebboune actuellement et de ceux qui sont derrière le rideau aura des conséquences beaucoup plus graves que celles de Bouteflika. Et plus vite on arrivera à cette transition, plus vite on pourra s'atteler vraiment à la construction de notre pays. Très bien. Un dernier mot, M. Djihad Halimi, sur ce point précis, la participation des gens du régime dans une solution possible pour sortir l'Algérie de cette crise. Les avis diffèrent, chacun a son avis sur ce point. C'est quoi votre avis, M. Halimi, sur l'importance de la participation ou de la non-participation des gens du pouvoir pour trouver une solution pour l'Algérie? Une autre excellente question, Salim. J'ai longuement pensé à cette question-là et à mon avis, je peux me tromper encore une fois, c'est que, à mon avis, il y a trois chemins vers le changement chez nous. Il y a la piste montagneuse, il y a la route qui est à deux sens, puis il y a l'autoroute. La piste montagneuse, c'est dans le cas de la chute du régime. Le régime, s'il chute, c'est l'État qui chute, c'est les institutions. Et là, on va recommencer de zéro. C'est un chemin extrêmement dangereux, c'est laborieux, c'est incroyablement risqué. C'est que l'effondrement de l'Algérie, de ses institutions, n'importe quel pays qui a une rancune contre nous, il va régler ses contentieux avec nous à cette période-là. Maintenant, la route qui est à deux sens, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de s'organiser malgré la volonté du régime d'y aller vers le changement. Et l'autoroute qui est le chemin le plus rapide et le plus sécuritaire qui peut nous emmener vers l'Algérie de la proclamation du 1er novembre, c'est avec le régime. Encore une fois, on n'a pas un problème avec les personnes, on a un problème avec les pratiques. Les personnes peuvent rester là, mais il faut que les pratiques respectent la Constitution, il faut que ça respecte l'esprit de la proclamation du 1er novembre, il faut que ça respecte que l'Algérien est un citoyen et non pas un sujet. Donc, moi, j'aimerais bien y prendre cette autoroute-là, mais c'est hors de mon contrôle, c'est à eux autres de décider s'ils veulent que cette option-là soit l'option qu'on va choisir ensemble. Et c'est la moins coûteuse, moins risquée, la plus rapide, et ça sera, tout le monde sera gagnant, sauf ceux qui veulent rester au pouvoir. Très bien, Monsieur Djihad Halimi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci beaucoup d'avoir partagé votre analyse avec nous plutôt. Monsieur Halim Hamid Lelou, directeur de RAN for Democracy en Algérie, je vous remercie beaucoup. Pour votre participation. Merci beaucoup, analyse politique et économique à partir de Paris. Encore une fois, et je remercie nos chers téléspectateurs et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Et encore une fois, Aïd Moubarak à tous les Algériens dans l'Algérie et en dehors de l'Algérie. Salam alaikum. سويس العين
يسمي ديوسا مرحبا سواس العيد مرحبا يسمي ديوسا مرحبا سواس العيد يكسن تقول النكسة مرحبا سواس العيد يكسن تقول النكسة ربي يجي حد وحيد انت غلم وانسى ربي يجي حد وحيد انت غلم وانسى اسلغي في جريودان اسلغي في جريودان نفرح في غلاد سنون يرقون ديال خان يرقون ديال خان وتتسول حكومة غضون ايوا زلنا نداملان ايوا زلنا نداملان نضرب ذي رباد زهون ايوا زلنا نداملان ايوا زلنا نداملان نضرب ذي رباد زهون يا مرحبا سواس العيد مرحبا يسمي ديوسا مرحبا سواس العيد مرحبا يسمي ديوسا مرحبا سواس العيد يكسن تقول النكسة مرحبا سواس العيد يكسن تقول النكسة ربي يجي حد وحيد انت غلم وانسى ربي يجي حد وحيد انت غلم وانسى وموتنا تتنام بكتير وموتنا تتنام بكتير هم ظن نرزق في اللاس عمرا تثغل في انترني عمرا تثغل في انترني وغمزنا ويضي سمحاس وبغينا التوبة ياوي وبغينا التوبة ياوي هذيك رادي صورة يلاس وبغينا التوبة ياوي وبغينا التوبة ياوي هذيك رادي صورة يلاس يا مرحبا سواس العيد مرحبا يسمي ديوسا مرحبا سواس العيد مرحبا يسمي ديوسا مرحبا سواس العيد يكسن تقول النكسة مرحبا